Bonsoir toutes. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal télévisé Aptar Flash sur Canal Tirage. Je suis Scott Déby. Je suis Ella Vanille Douglas. Nous serons vos présentateurs ce soir. Merci de nous rejoindre. C'est parti pour le journal de 20h. Nous commençons avec les dernières nouvelles du gouvernement français concernant les mesures de confinement. Le Premier ministre a annoncé aujourd'hui... Cher Douglas, je vous en prie de classer vos fiches à l'an. Vous avez 4 ans de retard, mon cher collègue. Je reprends la suite. On se remet à la page. Aujourd'hui, nous parlerons artisanat avec un focus sur une petite entreprise dans la commune de La Bouteille. Petite commune de moins de 500 habitants, La Bouteille se situe au cœur de la Tirage, entre Vervins et Hirson. Notre reporter s'est rendu à un monde de bois à la rencontre d'un artisan ingénieux et sympathique, Sébastien Morlin. Ah, décidément, je ne suis pas aidée que ce collègue-là. Notre reporter sur place, Nicole Niscotch et Cécile Ourquessa. Sébastien, un passionné du travail du bois, autodidacte, qui a décidé de faire partager sa passion aux amoureux du bois. Pas d'usine, pas d'ouvrier, un seul et même artisan qui fabrique tous les jeux et jouets en bois de ses mains. Un travail artisanal réalisé avec des essences issues de son terroir, la Thiérache. C'est ici, dans le petit village de La Bouteille, que Sébastien Morlin a décidé d'ouvrir son entreprise de fabrique de jouets en bois. Allons à sa rencontre. Bonjour. Nous avons quelques questions à vous poser. Oui. Alors, on aimerait savoir depuis combien de temps vous êtes installé dans votre boutique. Alors, en fait, j'ai créé l'entreprise en 2007, mais je l'ai créée à Parfondeval, à côté de Rozoy-sur-Serre, et donc ici, à La Bouteille, depuis 2009. Donc, ça fait 15 ans ici et 17 ans que j'ai créé l'entreprise. Ça commence à faire, ouais. Combien de vous travaillez ici? Alors, je suis seul. C'est-à-dire que c'est moi qui fais aussi bien la fabrication, l'approvisionnement, la boutique, la comptabilité. Je fais l'ensemble de ce qu'il faut faire pour l'entreprise. Voilà. Vous utilisez quel type de matériel? Alors c'est le bois, du bois local. En fait, je me fournis à, on va dire, une trentaine de kilomètres aux alentours de La Bouteille. Donc ça peut être aussi bien des particuliers que par exemple l'ONF. Donc j'achète mes grumes de bois, les troncs de bois, je vais les scier, les faire sécher et après les utiliser. Quelle essence de bois? Du chêne, Alors principalement c'est du hêtre, du frêne, de l'érable sycomore, du bouleau, et après, donc ça c'est pour la partie jeux et jouets, et après pour tout ce qui est objet de décoration, ça peut être également donc le chêne, le châtaignier, le poirier, le pommier, le prunier, oui voilà. Alors que des feuillus, pas de résineux, pour la dureté du bois. Voilà. Je suppose que ça doit prendre du temps pour faire juste un jouet. Alors ça dépend du jeu ou du jouet. Si on prend le cheval à bascule, il faut à peu près une journée pour le fabriquer. Si on prend un puzzle qu'on peut voir ici, on est approximativement, suivant la forme et le nombre de pièces, on est à peu près sur 1 heure de fabrication. On peut savoir les jours et les heures d'ouverture Oui, bien sûr. Donc la boutique est ouverte du jeudi au samedi de 14h à 18h30. Il est possible aussi de retrouver l'ensemble de la gamme sur le site internet unmondedebois.fr. Impeccable. Et plus d'infos aussi sur la page Facebook. Vous pouvez nous présenter quelques-uns de vos jouets? Oui, bien sûr. Donc, on va commencer par les plus proches. Donc, on a la gamme des puzzles, par exemple, qui là sont à partir de 2 ans. Ici, les puzzles qui sont là. Ensuite, vous avez tout ce qui va être aussi jouets à tirer, par exemple, qui sont ici. Les petites voitures en bois, les tracteurs, voilà. Donc, ça, c'est pour la gamme des jouets, pardon, pour les petits. Et puis ensuite, vous avez aussi tout ce qui va être décoration de chambre, avec les porte-manteaux, des lampes de chevet, des porte-manteaux prénoms, des porte-manteaux sur pied. Et puis, il y a la partie également jeux de société qui se trouve là juste derrière vous, qui s'adresse aussi bien aux petits, aux grands, voire aux très grands. En fait, il y en a pour tous les âges. Voilà. Ouais.
Donc tout à l'heure on parlait des jeux de société qui étaient pour les grands, les petits, les très grands, un peu pour tout le monde. Donc là par exemple il y a le jeu de toc qui est un jeu qui ressemble beaucoup au jeu de dada. Mais en fait, au lieu de se jouer avec des dés, il se joue avec des cartes. Et en fait, il y a une certaine époque où les jeux de dés étaient interdits. Donc, ils ont créé ce jeu avec le jeu de cartes pour pouvoir jouer quand même au jeu de dada. Ils l'ont appelé jeu de toc, en fait. Donc, voilà pourquoi c'est un jeu, c'est un cousin du jeu de dada. Ouais. Après, il y a le pipe à la tête. Là, c'est un ancien jeu d'estaminet, donc qui se jouait dans les cafés du Nord, où en fait, c'est un peu le principe de la chaise musicale. On joue 2, 3 ou 4 joueurs, et c'est le dernier qui a le pion qui gagne la partie. Donc ça, le jeu d'estaminet, il y a le 4,56 aussi, où là c'est pareil. Alors, les jeux d'estaminet sont toujours des jeux où en fait les parties sont rapides, parce que dans les cafés, souvent on jouait la tournée, le café. Bien sûr. Et donc, il fallait que ce soit des jeux qui soient assez rapides. Donc là, le principe, c'est de remettre les pions sur le jeu et d'être le premier à ne plus avoir de pions pour gagner la partie. Alors, ça, c'est des jeux qui existent. Après, il y a des jeux que moi, j'ai créés, comme par exemple, le hasard de mémo. Donc là, on retourne toutes les pièces et on va jeter le dé pour nous indiquer la couleur que l'on doit retrouver. Donc c'est du hasard, parce qu'on ne sait pas où elle se situe. Et en fait, quand on retourne une pièce, si jamais on a la bonne couleur, on la garde. Si on n'a pas la bonne, on la montre à l'ensemble des joueurs. Et là, c'est la mémoire qui intervient. Donc voilà, il y a un petit peu des deux. Ensuite, on peut partir sur le bois d'aboum. Donc, alors, j'ai pas inventé le principe, puisque le principe, c'est d'empiler des pièces et sans les faire tomber. Mais par contre, j'ai inventé des formes de pièces qui sont un peu particulières et qui fait que c'est pas si simple que ça, et avec 2 niveaux de jeu. Donc c'est la dextérité qui rentre en ligne de compte. Donc voilà, puis après, il y a tout un autre panel avec, par exemple, le mémo tactile qui est tout au bout de la table là-bas. C'est pareil, c'est un jeu que j'ai créé où là, j'ai voulu mettre en avant le toucher, puisque dans les jeux de société, c'est rare de pouvoir jouer avec le toucher. Donc là, il faut retrouver des pièces au hasard dans le sac, donc des pièces identiques dans le sac, donc au toucher uniquement. Donc voilà un petit peu, puis après toute une autre gamme de jeux qui existent, qui viennent du monde aussi. Après des jeux tout à fait classiques comme le jeu de quilles, sauf que là, le jeu de quilles, chaque quille est fait dans une essence différente. Alors, en fait, là, je vais vous expliquer rapidement comment je fais pour préparer le bois. En fait, moi, j'achète les troncs d'arbres, les grumes, directement chez les particuliers qui en ont, en fait, ou alors à l'ONF. Je vais scier mes troncs d'arbres, les faire sécher et après les utiliser. Quand on parle de bois local, on ne peut pas faire plus local. Parce que ça, c'est l'épicéa, c'est de l'épicéa, donc c'est une essence que je ne travaille pas beaucoup, mais en fait, il se trouvait au fond du jardin. Et il y a quelques années, il y a eu une tempête, donc la tête a cassé, et l'arbre n'a pas survécu, donc du coup, je l'ai fait abattre. Et après, moi, je l'ai scié et j'ai fait des choses avec, pour chez moi, dans ce fameux épicéa. Comme ça, on a gardé une petite trace de l'épicéa qui était au bout du jardin. Donc là, pour le coup, sur le local, on est 100% local. Donc sur cette machine, il y a une scie circulaire qui est ici. Donc je vais pouvoir poser ma planche, scier les morceaux dont j'ai besoin. Donc je vais devoir le dégauchir et le raboter. C'est-à-dire que le dégauchir, c'est le rendre bien plat, et le raboter, c'est l'amener à la même épaisseur partout. Donc pour ça, je vais le faire avec une machine qui est de l'autre côté. Je vais passer mon bois dessus, ça va enlever du bois pour pouvoir l'aplanir, et ensuite je vais passer en dessous de la machine pour enlever du bois et arriver à l'épaisseur dont j'ai besoin. Donc là maintenant, avec un morceau de bois comme celui-ci, je vais pouvoir faire un jeu, un jouet ou un objet de décoration. Et là ici on a un tour à bois. Donc le tour à bois, en fait, c'est ce qui va permettre de faire par exemple les toupies. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un morceau de bois comme celui-ci, et en fait ce morceau-là, on va le mettre ici, donc entre cette poupée-là qu'on peut reculer, ou là ici, bon là c'est pas une poupée, c'est un mandrin, mais c'est pas grave, et on va mettre la pièce de bois entre les deux, et on va venir la travailler avec des gouges, comme celle-ci. Donc en fait on pose la gouge sur le repose-outil, et on va pouvoir enlever du bois. On peut faire plein de choses en fait avec un tour à bois. Regardez, hop, j'ai fait ça. Et en fait ça c'est de l'aulne, et c'est une petite excroissance sur un aulne que j'ai eu ici. Et donc je l'ai récupéré, je l'ai tourné, je me dis tiens c'est super sympa, on dirait une poire. Je vais vous présenter la machine la plus importante de l'atelier, c'est la scie à champ tourné. Donc c'est la petite scie qui est juste derrière vous, qui est la scie orange. Et donc avec cette machine-là, je vais pouvoir découper tout ce que vous avez vu par là qui est découpé,
c'est fait avec cette machine-là. Je vais essayer de découper le puzzle lapin avec la scie à chantourner. Donc du coup, je vais vous montrer ce que ça donne une fois découpé. Donc là, vous voyez, donc c'est pas un lapin, mais voilà, c'est un hérisson. Et là, vous voyez, il a été découpé. Donc j'ai découpé tout à l'heure, avant que vous arriviez, j'étais en train de découper les puzzles. Donc il reste encore du travail. Déjà, il va falloir enlever le papier, il va falloir poncer, il va falloir casser les arêtes. Les arêtes, c'est tous les coins là, qui font le tour de la pièce, pour que justement on ne se blesse pas avec le jouet. Il ne faut pas que l'enfant puisse se blesser avec. Donc généralement, on peut faire un dessin à la main, ou on peut coller un papier comme j'ai collé un papier là. C'est une machine qui est assez silencieuse. Vous voyez, qui ne fait pas énormément de bruit. Et donc là, là on entend le bois, je commence à couper le bois, et après je vais pouvoir, alors là j'ai pas fait de dessin, je fais juste une petite forme comme ça pour vous montrer. Alors il n'y a qu'un seul tranchant sur la lame, il est face à moi, donc il faut toujours pousser dans le sens de la lame, parce que sinon on fait des coupes en biais et c'est pas joli du tout. Hop, et donc là, vous voyez, j'ai découpé une petite pièce. Et voilà. D'accord ? Donc là, vous voyez, on peut faire des toutes petites pièces, on peut faire des plus grosses. Y a pas de... Et merci pour toutes ces informations. Eh bien de rien, avec plaisir. On vous souhaite une bonne journée. Merci, à vous également, une bonne journée. Au revoir. Au revoir. À la Bouteille, toujours outre son artisanat local, cette petite commune possède un petit joyau au cœur de son village. Mais je rêve. Tu dis des bêtises pendant le JT, tu t'endors et ce fois-ci c'est le téléphone. J'en ai assez. Je me casse. Envoyez la pub. Vous aimez la nature? Vous aimez les grands espaces? Vous aimez les voyages? Venez découvrir notre toute nouvelle Volkswagen. Une voiture qui allait bien pour la conduire. Direction insistée. Bon, faut qu'on tourne. Siège pliable à usage unique. J'arrive pas à leur monter, j'arrive pas. Ça coince. 4 roues motrices. Jante alliage esprit vintage. Carrosserie renforcée. GPS intégré. Mais il fallait tourner à droite. Mais non, c'était à droite. Non, c'est à droite, regarde. Mais regarde. Grande capacité de stockage. Autoradio Bluetooth, Dolby Surround 5.0. J'irai où tu iras. Fermeture quasi automatique des portes. Volkswagen est la tout d'une grande. Bonsoir, Je suis Jod Kelly. je suis Auchon-Paul. Nous serons vos nouveaux présentateurs ce soir. Place aux jeunes. À la Bouteille toujours, outre son artisanat local, cette petite commune possède un joyau au cœur de son village. C'est à l'église fortifiée de Notre-Dame de la Bouteille que se sont rendus Lara et Sacha. La râleuse, Sacha Touille, vous êtes bien en compagnie de Jean-Louis Poulet? Oui, oui, Kelly, on vous entend. Jean-Louis est un habitant de la Bouteille, passionné par sa région. Nous partons à sa rencontre le temps d'une visite insolite au cœur de l'église de son village. Allez, venez, on y va. Bonjour Jean-Louis. Bonjour mesdames, Comment allez-vous? ça va? Pouvez-vous faire nous visiter votre église, s'il vous plaît? Il n'y a pas de souci. Merci. Merci. C'est dans le cadre de mon activité gritteur que je peux vous faire visiter l'église. Et en tant que gritteur, j'ai la clé de la petite porte et pas de la grande porte. Ah bon? Si vous voulez me suivre. Donc ici, l'église fortifiée de la Bouteille a la particularité d'avoir été construite fortifiée directement. Contrairement à toutes les églises fortifiées qui étaient des églises qu'on a fortifiées après, nous, on l'a faite directement parce qu'en 1547, on est toujours en bagarre avec les Espagnols qui viennent de la Belgique et de la Hollande. Donc les
les villageois de la Bouteille l'ont construit directement fortifié, avec des murs qui font 1,40 m à la base, donc c'est énorme. Il faut savoir qu'il n'y avait aucune fenêtre. Les fenêtres, elles ont été percées par la suite pour le culte. Et donc ici, vous êtes dans la partie fort. Ici, on voit les fondations des anciens murs. Et là, c'était pour contrer un peu les assaillants qui auraient voulu rentrer. On a fait des travaux ici en 1995 et on a découvert cette fosse. Et donc dans cette fosse, on a supposé que c'était une réserve d'eau au cas où les villageois auraient dû se réfugier. Comme il n'y a pas de puits dans cette église, il fallait faire quelque chose. Et donc l'église construite en 1547 est issue, malgré tout, de l'abbaye cistercienne de Foigny, qui a été faite, elle, en 1121. À l'époque, tout se faisait sur Foigny. Donc c'est une maquette qui a été faite de cette abbaye. Il ne reste aujourd'hui que cette partie-là, les communs, donc c'est ce petit bâtiment-là, et une colonne qui serait là-bas. Et donc en 1121, les moines, très prospères, créent une verrerie sur la Bouteille, et comme c'était devenu trop petit, ils ont construit cette église pour accueillir un peu plus de villageois, parce que la Bouteille se développait énormément. Ici, c'était que des forêts à l'époque. Bon, c'est un escalier, il n'y a pas de vertige, il n'y a pas de... Mais on pourrait y voir ce qu'on appelle l'assommoir, c'est-à-dire qu'ici, il y a un trou, et par le dessus, on pouvait assommer les gens qui auraient pu passer. Donc, on va pouvoir monter dans la tour. Voilà, on est arrivé tout en haut. En fait, ici, c'était la salle de refuge pour les villageois. Ils venaient se réfugier ici en attendant que l'assaillant s'en aille. Alors, ici, on a une pierre. Donc, Maître Pierre Farville, en 1631, sachant que l'église a été construite en 1547. Ça veut dire qu'ils sont réintervenus à un moment donné, soit pour l'entretien, soit pour une réparation, pour quelque chose. Donc c'est intéressant de voir ça. Et donc quand on a fait les travaux, on a tout fait, y compris les tours, même si c'était pas spécialement visible, mais on a tout refait. Et la personne donc suivie par bien sûr l'architecte des bâtiments de France, pour avoir cette couleur, donc qui jaunit maintenant un peu, mais à l'époque était plus rosée, c'est une personne qui a pilé de la tuile pour avoir ce côté rosé qui a été mis dans le béton. Il n'y a pas de colorant. Donc on peut voir aussi la magnifique charpente. Et donc à toutes les meurtrières, il y a un ancien militaire qui a regardé toutes les meurtrières autour de l'église. Si on mettait une personne derrière chaque meurtrière, il n'y a aucun point mort. C'est-à-dire que aucun endroit n'est pas visible par les personnes. Jean-Louis, peux-tu nous expliquer c'est quoi un gritteur? Alors un gritteur, il faut savoir, il y en a partout dans le monde, quel que soit le pays. Et quand vous voulez faire des visites, vous partez en vacances, vous voulez faire des visites, vous allez sur Internet et vous allez voir s'il y a des gritteurs dans l'endroit où vous voulez aller visiter. Et le gritteur, c'est un bénévole qui est un peu amoureux de son coin, de son village, et qui va vous faire visiter gratuitement, bien sûr, puisqu'on est des bénévoles. Donc, pour moi, le site de l'église, des églises fortifiées, mais on aurait pu aussi dire, on se retrouve à l'abbaye de Foigny, et on va faire un circuit de randonnée qui va nous amener ici. Ça fait aussi partie de notre grite. Et on fait découvrir aussi, en ce qui nous concerne, le géocaching. Donc c'est de la chasse au trésor par GPS. Et pour revenir sur les églises fortifiées, donc il y en a partout en France. La particularité, c'est qu'il y en a beaucoup dans notre secteur, il y en a 68, je crois, parce que on est frontalier, et comme j'expliquais tout à l'heure, avec Charles Quint, donc l'espagnol qui avait envahi la Belgique et la Hollande, comme on était toujours assaillis par les Espagnols, donc on n'avait pas trop de châteaux, à part Guise et peut-être Sedan, qu'on pourrait prendre comme château. Les villageois, il fallait qu'ils se protègent. Donc ils ont plutôt fortifié un édifice qui était un peu solide, ils ont fortifié leur église, et
D'autres systèmes existent, hein. Si on prend la Somme, où il y a les muches, se mucher, ça veut dire se cacher. Et donc là, c'était sous terre. Ils ont creusé presque des souterrains en faisant des petites niches pour les habitants et les animaux. Je m'appelle Claire et je suis également gritteur à la bouteille. Alors, on est les seuls gritteurs à être deux. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Moi, j'étais directrice d'école ici et je voyais toujours des gens qui voulaient rentrer dans l'église et l'église était fermée. Et je trouvais que c'était dommage justement de ne pas faire partager toutes les connaissances qu'on pouvait avoir sur l'église. Jean-Louis avait plutôt des connaissances techniques parce qu'il avait participé, quand il était élu, à la réhabilitation de l'église et aux travaux qui avaient eu lieu ici. Et moi, j'étais plus grâce à une vieille dame du village qui m'avait un peu transmis tout son savoir sur cette église et sur Foigny. J'étais plus un peu sur la partie historique. Voilà. Après, il y a souvent des gens qui nous interrogent sur le fait qu'on s'appelle le village de la Bouteille. On pourrait simplifier en disant qu'il y a une verrerie ici, à l'origine du village. Jean-Louis vous en a peut-être parlé tout à l'heure. Il y avait une verrerie, mais les spécialistes, les historiens disent oui, mais à cette époque-là, on ne fabriquait pas de bouteilles. Donc ça ne s'appelle pas la bouteille parce qu'il y avait une verrerie. Alors il y avait une autre hypothèse, c'était que comme on dépendait de Foigny, il y avait un abbé commendataire qui avait l'habitude de chasser. Et ici, comme ce n'était que des forêts, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu la verrerie, il accrochait une bouteille en grès à un arbre et il donnait rendez-vous à ses amis chasseurs sous cette bouteille. Mais moi, je préfère raconter l'histoire d'un pauvre fossoyeur qui était à la Bouteille et qui, un soir de Noël, devait enterrer une des plus vieilles dames du village. Et le pauvre, il voyait que tout le monde faisait la fête autour et lui, il devait creuser sa tombe, là, le cimetière se trouvait autour de l'église. Et il n'en pouvait plus et bien sûr, pour se donner un peu de courage, il avait sa petite bouteille de gnôle avec lui pour, entre chaque pelletée, boire une petite rasade. Mais malheureusement, il a tellement été loin dans la bouteille qu'il a fini par être ivre et s'endormir sur la tombe à côté de celle qu'il était en train de creuser. Voilà, et la nuit est tombée, et la porte du cimetière a grincé et on a entendu une charrette à cheval qui est rentrée dans le cimetière, et notre pauvre fossoyeur, à moitié comateux, s'est vu monter dans la charrette et il est parti. Il se retrouvait autour d'un feu où il y avait des bohémiens qui étaient en train de faire de la vannerie, de chanter, de faire la fête. Et donc là, il a vu des personnes qui prenaient des bouteilles et qui les entouraient complètement de vannerie. Donc il a dit je dois rêver, je suis complètement... j'ai trop abusé de la bouteille. Bon, et puis et voilà, il s'est réveillé dans le cimetière, miraculeusement. Il était là sur la pierre froide. Il s'est dit oh là là, mais quel rêve, il faut que j'arrête vraiment, faut que j'arrête de picoler. Et quand il s'est relevé, qu'il a voulu reprendre sa bouteille, eh ben non, elle était entourée de vannerie. Et c'est vrai que la Bouteille, comme Aurignan-Thiérache, c'est un lieu où il y avait beaucoup de vanniers. Voilà. Et maintenant, petite pause gustative, mon cher Paul. Oui, Kelly, je suis tout oui. Connaissez-vous un endroit atypique, authentique, où l'on prépare de la cuisine traditionnelle avec un bon rapport qualité-prix ? Oh, dites-moi en plus. Un lieu qui propose des soirées à thème, des concerts, des expositions et plus encore. Alors là, Kelly, vous éveillez tous mes sens. Rejoignons tout de suite nos reporters qui ont eu raison de faire une halte à la Halle dans la petite commune de Marly-Gaumont. Nous sommes maintenant à Marly-Gaumont, devant le restaurant L'Estaminet, où nous allons rejoindre Marc et Estelle. Marly-Gaumont est situé à l'est de Guise. À mi-chemin entre cette ville et Étré-au-Pont, le village actuel était constitué à l'origine de 2 localités. Marly, la plus importante, et jouxtant parfaitement celle-ci par le sud-ouest, Gaumont. Ce village est installé au milieu d'une vallée verdoyante, sur la rive gauche de l'Oise, sur la pente d'une colline. Le village est desservi par l'axe vert de la Thiérache, reliant Guise à Hirson. Ses habitants sont appelés les Marlysiens et elle compte près de 500 habitants.
Située dans l'ancienne halle à marchandises de la gare de Marly-Gaumont, l'estaminet La Halle de Marc et Estelle se veut être un lieu de rencontre et de partage. Bonjour à vous, Marc. Toi Gérard, bonsoir. Gérard. Kelly Idiot. Kelly Idiot. Kelly. Oui. Bienvenue à tous les deux. Quel bon vent vous amène? Eh bien, on aimerait vous poser quelques questions sur votre établissement. Comment vous est venue l'idée de créer cet établissement et nous raconter un peu son histoire? Alors, déjà, il faut savoir que je suis en retraite. Je suis retraité. Et donc, j'ai une toute petite retraite. Alors, j'ai eu l'idée donc de faire un gîte, d'aménager un gîte. C'était déjà un gîte, mais de le transformer. Et il s'avère que quand on tient un gîte, ce qu'il faut faire, c'est du ménage. Et j'ai horreur de ça. Donc, j'avais deux solutions. Et je ne gagnais pas assez d'argent pour embaucher quelqu'un. Alors, il fallait que je trouve une solution pour gagner un peu plus d'argent. Ou alors, je revendais tout. Et je me suis dit, tiens, si je faisais un petit bar à ambiance. Alors, ça s'appelle un estaminet. L'estaminet, c'est un endroit, à l'origine, si tu veux, qui est convivial. On y joue. Au départ, c'était un peu considéré comme un endroit de débauche, parce qu'on y fume, on y boit, on y joue. C'est pas bien, ça. Ouais. Mais moi, j'ai gardé le côté convivial de l'estaminet. Donc voilà, on y joue, on y fait des concerts. Dernièrement, il y a Motolo qui est venu, c'était un super concert, ça s'est très bien passé. Et d'autres, enfin voilà, on y fait des concerts de temps en temps. C'est un bar à ambiance. Et il s'avère que ça a très vite marché et bien marché parce qu'il devrait y avoir un truc comme ça par canton. C'est-à-dire un endroit où les jeunes, les 15, 16, 30 ans puissent se réunir le vendredi soir. Tu ne les vois pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, mais vendredi, ils sortent tous. Et il n'y a rien pour eux. Alors ils faisaient des kilomètres, ils allaient à Saint-Quentin, ils allaient à Laon, ils faisaient des kilomètres. Et quand j'ai ouvert ici, c'est devenu leur fief. Ce qui a aidé au développement de l'estaminet. Et j'ai eu envie donc d'y joindre un restaurant. Et voilà quoi, c'est un truc qui s'est autofinancé. Donc j'ai construit ce bâtiment et puis j'ai fait un restaurant avec la cuisine fait maison, des produits des terroirs et autres. Et voilà, on est toujours un petit peu en développement. Ça a 3 ans d'existence le restaurant, 5 ans le bar. Et ça marche bien. Et d'où vous est venue l'idée de ce wagon ? Alors, il faut savoir qu'à l'origine, j'ai acheté une gare, une ancienne gare, qui a été désaffectée il y a environ 60 ans maintenant. J'ai racheté ça à l'ancien propriétaire qui était le conseil général, qui était propriétaire donc de la Véloroute et des gares. Ils ont décidé de vendre. Et ça s'est fait naturellement, si tu veux, tu réfléchis comment... Parce qu'il n'y avait qu'un bâtiment. C'est l'ancienne halle à marchandises, c'est pour ça que ça s'appelle la halle. Tu avais dans la vallée, à chaque gare, une halle à marchandises. Il y a un siècle, personne n'avait de voiture, tout arrivait par le train. Et tu es arrivé par le train, 15 jours, 3 semaines, 1 mois après, dans la halle à marchandises. Et ils venaient avec leur charrette à traire, tirée par des chevaux, chercher le colis. Et donc, de cette halle à marchandises, où il y avait 4 murs, on a aménagé donc d'abord à l'intérieur pour faire un bar, un comptoir, des toilettes, etc. Et après, l'idée avec les potes de refaire un bout de voie de chemin de fer, de mettre un wagon, de faire les cuisines dans le wagon et de construire un local à côté pour faire la salle de restaurant. Donc si tu veux, les choses se sont faites un peu avec une logique. C'était un local ferroviaire, industriel ferroviaire, et on reste sur ce thème-là. À un moment, on dit, tiens, c'est la véloroute, on va s'axer sur le vélo. Et non, finalement, on a fait le choix, parce que c'est un travail d'équipe, une bande de potes, on a fait le choix de rester sur le thème du train. Voilà, donc on a aménagé ce wagon à l'intérieur en cuisine, et puis voilà, la salle de restaurant à côté. Voilà. Et vous avez beaucoup de personnel ici ? Ah, maintenant il y a 12 salariés. 6 en cuisine, 6 en salle. Estelle, ma compagne, qui gère tout ça, les commandes, les salaires, voilà, on est à 12 salariés. D'accord. Et vous faites toutes sortes d'événements ? Alors,
C'est une jeune entreprise. On fait pour l'instant environ au rythme d'une fois par mois un concert. Et donc un, parfois deux, mais c'est généralement un par mois, un concert avec beaucoup des musiciens, des locaux qui viennent jouer ici. Comme je disais tout à l'heure, on a eu dernièrement des percussions brésiliennes et puis Motolo, mais j'ai The Crow, un groupe de l'Oise qui est venu jouer, c'est du blues rock, voilà. On a The Cocktail qui va venir, on a du reggae à la fin du mois. C'est au rythme de un par mois à peu près, quoi. Comme événement, il y a encore des idées de développement, c'est-à-dire de mettre un grand écran là-bas au bout du parking pour faire des retransmissions de matchs de foot ou de rugby ou de choses comme ça, et éventuellement une scène devant pour faire des concerts. Ça, c'est un projet d'avenir, voilà. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly-Gaumont. Y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Un peu de sérieux, Paul. C'est en lisière de forêt de Saint-Michel que nous allons nous rendre dès à présent. Donnons-leur autant qu'ils nous apportent. Fameux slogan de la Société protectrice des animaux, où nous y retrouverons nos reporters de terrain, Lara Loz et Sacha Touille. La SPA, Société protectrice des animaux, est historiquement en France la première association qui œuvre dans le domaine de la protection animale. Depuis 1845, elle se mobilise pour venir en aide aux animaux en détresse et promouvoir leur bien-être. Depuis 176 ans, la SPA se dédie corps et âme, quotidiennement, à améliorer la vie de chaque animal. La SPA peut agir au quotidien et de manière efficace en faveur des animaux grâce à un ancrage territorial fort qui lui permet d'être proche du terrain. Grâce à ses 64 refuges et maisons SPA, 12 dispensaires, 27 fourrières animales et 36 clubs jeunes en France, la SPA mène à bien ses missions directement sur le terrain, en faveur de la protection des animaux. Bonjour, ça va, merci et vous? Ça va. Ça va? Vous êtes venu faire un petit tour? Oui. Alors, quels animaux vous avez? Oui, aujourd'hui on se trouve à la SPA d'Hirson, le refuge du Vivier. Donc on a actuellement 63 chiens disponibles à l'adoption, 21 chats, sans oublier tous nos animaux qui sont en famille d'accueil, que ce soit chiens, chats. Ouais. C'est tous des cœurs à prendre, c'est tous des petits êtres à venir rencontrer. Pour vous, ouais. Et c'est pas la première fois où ils vont forcément accorder leur confiance, mais ils ont besoin. Oui, voilà. Et comment il faut faire pour adopter un chien? Alors, Un petit labrador? Le petit labrador qui est notre petite poupette, c'est un bébé. Malheureusement, voilà, c'est les abandons, c'est les erreurs de la vie, les mauvais choix. Donc il faut venir nous rencontrer du mardi au samedi de 14h à 17h. Oui. Et vous munir d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile. Et bien sûr, en fonction du chien, on a des chiens en SOS qui n'auront pas le même tarif que malheureusement un chiot ou un beaucoup plus jeune. Et ça dépend, ça dépendra de la race un petit peu. Et depuis quelle année vous êtes ouvert ici à SPA? La SPA, elle a été créée en 1982. Comment peut-on devenir bénévole ici? Alors pour devenir bénévole, il faut être majeur. Parce que malheureusement au niveau des responsabilités aussi, il faut venir se renseigner auprès du personnel qui est présent au bureau. Et c'est pas dire de venir bénévole, je viens une fois, c'est venir régulièrement. Mais il y a beaucoup de tâches que les bénévoles peuvent aussi accomplir. Et il faut être bien sûr muni d'une pièce d'identité.
Pensez aux refuges parce que les périodes de vacances, elles arrivent. Oui, c'est sûr, oui. Et les abandons et surtout les stérilisations. C'est important pour eux. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Vous aussi. Après la SPA, en route pour TSN. Très drôle, Paul. Canoë, VTT, escalade, tir à l'arc. Ça bouge en tirage, avec Tirage Sport Nature. En effet, c'est au cœur de la forêt de Blangy, à Hirson, que nous allons retrouver nos reporters courageux mais pas téméraires, Gérard et Cécile, en compagnie de nos spécialistes des sports en pleine nature du nord de l'Aisne. Site naturel exceptionnel, le domaine de Blangy bénéficie d'une situation privilégiée. Entre forêt, plans d'eau et cascades à 2 pas de la frontière franco-belge, dans la forêt communale d'Hirson, l'Oise fait un saut. L'endroit est propice pour une rafraîchissante balade en famille. Les membres de TSN vous accueillent toute l'année sur la base de Blangy. Amoureux de la nature, vous serez comblés par ce pays vert et vallonné et apprécierez les nombreuses activités qui vous y attendent. Bonjour. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour Karine, bonjour Justine. Bonjour. Bienvenue. Merci de votre gentillesse. Donc je voudrais vous poser une question, c'est quoi TSN? Alors c'est le Tirage Sport Nature. C'est une association de loi 1901 qui a été créée en janvier 1997. Initialement l'association était sur 9 maisons et elle a fusionné après sur Hirson et avec la ville de Hirson, et donc maintenant c'est Tirage Sport Nature. C'est une association qui présente des activités de pleine nature. Donc on a 2 pratiques, une pratique de compétition loisir avec du canicross, du canoë-kayak et un club d'escalade également. Et après une activité plus pour le grand public, les scolaires et les centres de loisirs en pratique multisport. D'accord. D'accord. Et comment devient-on adhérent à l'UTSN? Alors pour devenir adhérent à TSN, donc c'est tout au long de l'année, dès que vous souhaitez venir pratiquer régulièrement de l'activité, à ce moment-là vous venez nous voir et nous on vous donne un petit bulletin d'adhésion, que ce soit en kayak, en canicross ou en escalade. On vous fait remplir ce bulletin et après vous pouvez venir participer aux activités sur les séances qui sont organisées et encadrées. D'accord. Combien vous êtes de salariés, s'il vous plaît? Alors au niveau de l'association, en termes de salariés, on est 9 salariés. Et après sur la saison estivale, nous avons des emplois saisonniers, nous pouvons monter jusque 10 salariés. D'accord. Merci mesdames pour vos réponses, ça a été très gentil. Gérard, on va se faire un petit verre? Ah, sans façon, Gérard, moi, bonsoir. j'y vais quand même. À bientôt, au plaisir. Un petit Lipton, Gérard. Merci, sans façon. Bonjour, je me présente du coup, je m'appelle Bécard Romain, j'ai 25 ans. Je suis éducateur sportif du coup au Tirage Sport Nature. Donc mon rôle ici dans la structure, c'est de m'occuper de toutes les activités qui sont proposées ici, comme l'escalade, le tir à l'arc, le canoë-kayak, etc., la course d'orientation. En termes de public ici, on touche à tout type de public, dès 5-6 ans jusqu'à des personnes qui peuvent être âgées de 70-80 ans, en situation de handicap ou peu importe. On s'occupe vraiment de tout type de public. Donc ensuite ici au niveau des clubs, on a donc un club d'escalade qui part de 6 ans jusqu'aux adultes, un club de kayak également qui part dès l'âge de 8 ans à peu près jusqu'à l'adulte. On navigue essentiellement ici soit sur un plan d'eau calme ou en rivière qui est situé à quelques kilomètres d'ici. On navigue essentiellement soit en canoë, donc biplace, donc à 2, ou en kayak une place. Ici ensuite je m'occupe aussi de la partie commerciale et salariale, donc c'est-à-dire que gérer les plannings,
car il faut savoir qu'ici notre activité aussi principale c'est l'accueil de groupes, donc les centres aérés etc. au niveau de l'été. On peut accueillir ici en période estivale jusque 250 à 300 enfants sur site qui du coup sont là en séjour multi-activités, donc ils sont là du lundi au vendredi et qui vont faire toutes les activités ici proposées chez nous. Voilà. Alors salut, moi c'est Dylan, je suis apprenti chez Tirage Sport Nature, donc je fais le même boulot que les éducateurs sportifs. Au niveau des clubs que je gère, donc le club escalade des 6-8 ans, donc là aujourd'hui j'ai de la chance, j'en ai 6, donc ça va, d'habitude j'en ai entre 12 et 14, ça dépend. Donc là on est sur la fin de l'année, donc ils savent se gérer tout seuls au niveau de l'assurage, pareil là-bas avec les garçons. Je gère tout ce qui est séance de tir à l'arc, séance d'escalade, tout ce qui est initiation, des séances d'1 heure, 1 heure et demie. On va leur apprendre les bases, comment grimper, comment s'assurer. Pour le tir à l'arc, les méthodes de tir, les règles de tir. Et c'est à peu près tout ce que je fais. Après, je gère tout ce qui est à côté, quand il y a du rangement, quand il faut charger les canoës. Donc, comme je suis en apprentissage, je n'ai pas encore tout au niveau des compétences. Je ne fais pas le VTT, je ne fais pas les randonnées canoës parce que je ne peux pas encore gérer les groupes tout seul. Et c'est à peu près tout ce que je fais. Et maintenant, un peu de culture. Savez-vous ce qu'est une AMAP, cher Kelly? Un AMAP, vous voulez dire, pas une AMAP. Donc oui, le AMAP est un rectangle de toile ou de filet suspendu à ses deux extrémités dans lequel on s'allonge pour dormir ou se reposer. Ah, vous êtes drôle, Kelly. Mais non, je vous parle de l'AMAP, l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Place au reportage où nous retrouvons Déby Scott. Déby, vous nous entendez? Déby, Déby. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est parfait. Là, je suis devant la map et je vais rejoindre Bérangère. Bonjour Bérangère. Bonjour. On vous accueillera à la map. Avec plaisir. J'ai quelques petites questions à vous poser. Je vous écoute. En quoi consiste la MAP? Alors la MAP est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Notre rôle est de mettre en relation des producteurs bio et locaux avec des personnes lambda du territoire afin que nous puissions profiter de nos bons produits bio et locaux. Donc nous avons un maraîcher, un couple de maraîchers qui est issu de Saint-du-Nord et qui nous livre des paniers de légumes tout au long de l'année. Et nous nous engageons sur l'année à recevoir un panier de légumes par semaine ou un demi-panier. Combien y a-t-il d'adhérents à la MAP? Environ 20 foyers. Voilà. Alors le nombre d'adhérents exact, je ne pourrais pas te le dire, mais environ 20 foyers qui prennent un panier complet de légumes ou un demi-panier. Ils peuvent aussi prendre du fromage de chèvre ou du fromage de vache. Comment fait-on pour adhérer à la MAP? Il suffit de venir pendant l'une de nos permanences, le jeudi soir, 18h30 jusqu'à 19h, de prendre contact avec moi qui suis la présidente, avec mon numéro de téléphone, donc le 06 03 37 09 30. Comme ça, nous vous accueillerons. Et puis, il faudra cotiser forcément à l'association. C'est une cotisation d'environ 10 € pour l'année. Quels sont les tarifs des paniers? Alors, pour les paniers de légumes, on est sur 10 € pour un demi-panier, 20 € pour un panier complet, d'accord, et ce sur environ 48 semaines sur l'année. Après, pour tout ce qui est fromage, beurre, crème, ce genre de choses, ça dépend ce que vous prenez dans le panier. On peut composer son panier comme on veut. Exactement, tout à fait. Vous avez le fromage de chèvre, le fromage de brebis qui est réuni dans une zone, puisque ce sont des producteurs différents. Et ensuite, tout ce qui est fromage de vache, crème fraîche, mascarpone, beurre. Et là, ce sera encore une productrice différente. Donc voilà. La visite n'est pas finie. On va aller visiter l'intérieur. Bonjour messieurs, dames, je viens chercher mon petit panier à la MAP.
Journée à vous. Bonne soirée, au revoir. Vous aussi, au revoir. Alors, je m'appelle Nicolas Van der Mark, donc je suis maraîcher bio sur Saint-Dineur, donc dans le département du Nord. Je viens ici en tant que producteur donc, pour livrer mes légumes à la MAP d'Hirson. Donc, c'est une AMAP qui regroupe une dizaine, on va dire 17 paniers. Donc toutes les semaines, on livre un panier de légumes, donc soit petit panier à 10 € ou grand panier à 20 €. Et on a fait des contrats avec les AMAPiens sur l'année complète, donc sur un an. Ça nous permet d'avoir une production déjà assurée et d'être vendue. Et nous, ça nous permet d'avoir une trésorerie d'avance. En fait, on est sûr d'avoir vendu cette quantité-là de légumes. Donc voilà, c'est un bon débouché pour nous en tant que petits maraîchers. Et quels produits tu amènes en général à la MAP? Donc nous, on cultive environ une trentaine de légumes. Donc pour la MAP, ça reste assez classique, donc salade, radis au printemps. Là, on a des fraises, on fait un peu de champignons aussi. Donc après, on attaque à l'été sur les courgettes, concombres, melons, tomates. Après, voilà, l'hiver, tout ce qui est carottes, navets, potimarron. C'est assez varié, on essaye de varier les légumes toutes les semaines pour que les AMAPiens soient contents de ne pas avoir toujours le même et puis d'avoir une diversité de légumes quoi, au plus possible. Et aussi, on livre la MAP en neuf, je reviens à ça. Donc on a 50 poules bio. Et donc pareil, on fait un contrat avec les AMAPiens et toutes les semaines, s'ils veulent 6 ou 12 ou plus en neuf, on les livre en neuf aussi. Voilà. J'étais la première présidente de la MAP, alors je ne sais plus trop l'année, maintenant je suis sûre qu'on est à plus de 10 ans je pense. Donc pour moi c'est mon rythme de ma semaine pour manger pour faire ma cuisine de la semaine. Je ne sais plus faire sans et en plus il y a les légumes et en fait les produits laitiers qui sont mis en plus, le pain, enfin en ce moment on n'a plus de pain mais bon. D'ailleurs je suis à la recherche d'un boulanger, je vais peut-être bien trouver un boulanger, il faut que je parle à la nouvelle présidente. Voilà, puis bon, avec les maraîchers, ils sont très sympathiques, donc voilà, c'est notre petit rythme du jeudi soir. Voilà. Elles font vibrer les cœurs et invitent à la danse. Elles sont pleines d'énergie et de chaleur. Rendez-vous à la salle d'Aumale à Hirson pour y retrouver Jérémy et ses percussions brésiliennes de San Marioca. En effet, Nicole Niscotch et Cécile Lourquessa s'y sont rendues pour vous faire découvrir cette pratique atypique en Thiérache. Encore une fois, bienvenue. Donc, comme vous avez pu le voir, ce sont plusieurs personnes qui sont réunies ce soir. Ce sont des nouveaux élèves pour la plupart. Donc, en fait, il y a un groupe ancien qui existe depuis maintenant une paire d'années. Déjà avant 2015, quand je donnais des cours sur un autre endroit que je donnais des cours à Reims, en fait. Et donc, j'ai repris San Marioca ici en Thiérache. Donc, j'ai des anciens qui me suivent depuis tout ce temps. Et puis, j'ai des nouveaux élèves qui sont arrivés là cette année, depuis le mois d'octobre. Donc on travaille avec une méthode particulière qui s'appelle la méthode Au Passo. C'est une méthode que j'ai été empruntée à Rio au Brésil, d'accord, et que j'utilise pour mes animations
auprès des scolaires, parce que je suis aussi animateur, et que j'emprunte ici pour les cours. Donc comme vous pouvez le voir, tout est écrit. Et en fait, aujourd'hui, les élèves, non seulement de pouvoir jouer le répertoire que je leur propose, et ben, ils sont capables de pouvoir déchiffrer une partition, et même pour certains, déjà d'écrire. Ah, c'est génial. Donc voilà, donc ça c'est bien. C'est pas les cours que pour les cours, hein, il y a des choses, ça passe par le corps, vous avez vu, ils font un carré au pied, tout ça c'est la méthode, et ce sont des non-musiciens. Le but c'est d'être ensemble, c'est de fédérer. Voilà. Tout le monde n'arrivera pas à faire la même chose. Non. Et le truc c'est que c'est pas grave, ce qu'ils ne savent pas faire, ils le font pas. Mais au moins on est ensemble. Et on bouge ensemble. Oui, je vois ça. Et là, en fait, voilà, maintenant tout le monde peut compter sur tout le monde. Parce que moi, j'ai cassé depuis longtemps la barrière entre le prof et l'élève. Je veux vraiment qu'on soit une unité. D'accord ? Et en fait, déjà, ça soulage beaucoup de monde. Ça retire le côté un petit peu scolaire. Tout le monde vient et dit, pour beaucoup, que c'est une soupape, par exemple. C'en est une pour moi. La semaine et tout, je viens avec un plaisir, puis un cœur gros, très sincère. Alors, c'est quoi vos instruments ? Alors, du coup, oui, vous avez remarqué qu'il y avait plein d'instruments différents, effectivement. Donc, ce que l'on représente, c'est une bateria, ça s'appelle. Donc, c'est un groupe de samba, batucada. Batucada, ça veut dire battement en brésilien. Et c'est surtout les gros sourds que vous voyez là-bas, les grosses basses qui font pim, poum, pim, poum. Et donc, on a ce battement-là. Et le batucada, ça vient de là. Et en fait, on a ici ce que vous pouvez voir, donc c'est les caixa de guerra. Caixa de guerra, c'est la caisse de guerre. Ça, c'est mon instrument. C'est un répique ou répinique. Et ça se joue avec, comme vous l'avez pu le voir, avec une baguette, une main et un sifflet qu'on appelle au Brésil un apito, qui sert surtout à attirer l'attention. Et donc vous m'avez vu faire des gestes et ça correspond à des breaks. Donc tout ça, ça prend. Les breaks, on les a appris. Et maintenant, en fait, selon le geste que je vais faire, ils savent à quoi ça correspond. Et donc on a le tamborim, puisqu'on est dans les instruments. On a le tamborim. Et ça, au départ, au Brésil, c'était, avant que ça devienne un instrument manufacturé, c'était une poêle à frire qu'ils appelaient une frigidaire. Et donc la frigidaire, c'était la petite poêle à frire où on faisait les œufs, vous savez, les œufs. Ils retournaient la poêle et c'est devenu le tambourim. Et après, donc, on a les cloches à gogo. Et je crois que les filles les ont prises avec elles, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais vous avez vu dans le groupe, c'est les 4 cloches. Donc voilà, donc ça c'est très traditionnel. Tous les instruments-là sont vraiment typiques d'une bateria de samba. Donc voilà, pour répondre à votre question, il y a plusieurs instruments et chacun a son rôle. Il y a les basses, il y a les caisses claires qui soutiennent, il y a les cloches qui viennent faire de la mélodie et tout ça est rythmé par différents breaks pour donner du relief un petit peu au morceau. Et donc voilà, on a plusieurs morceaux et c'est entraînant. Et si jamais je veux venir pour m'inscrire dans ton groupe, est-ce que c'est possible? Tout à fait. Vous êtes les bienvenus. C'est ouvert à tous, à n'importe quel moment de l'année. D'accord, donc ce sont des cours, il y a une adhésion, hein, il y a un petit coût, mais le premier cours, il est gratuit à tout moment de l'année, donc on vient voir et c'est là où on voit si on continue ou pas. Hein. Et donc du coup, les cours, ils se font donc, comme ce soir, le jeudi, ici à la salle de Mal, à Hirson, de 19h à 20h30. Nous, on répète avec les anciens après, parce qu'on a un groupe un peu plus évolué, parce que ça fait longtemps qu'on existe, on a tout un répertoire à devoir entretenir, et donc du coup, c'est après les cours. Sinon, les cours se font aussi le lundi au siège de l'APTAR, de 18h à 19h30. Voilà, donc c'est ouvert à tout le monde, à n'importe quel moment dans l'année. Quand on arrive dans un groupe et qu'on voit tout de suite le groupe et on est tout nouveau et que ça tourne déjà, on pourrait être un peu impressionné, quoi. Sauf que tout le monde n'avance pas à la même vitesse, on est bien d'accord, et de la même façon, mais moi je sais être auprès de chacun pour accompagner et on y va pas à pas, hein, tranquillement, et le but c'est que tout le monde puisse arriver au même niveau, ou si les niveaux sont différents, en tout cas de pouvoir jouer ensemble. Voilà. Le principal là c'est vraiment de fédérer tout le monde, et donc plus on sera nombreux, et plus ça sonnera, quoi. Donc vous êtes les bienvenus.
m'appelle Denis, je fais de la batucada depuis le collège. Donc, je suis président de l'association Sambarioca depuis l'année dernière. Et du coup, je fais du surdo et j'ai toujours fait du surdo et j'arrêterai jamais au monde, rien au monde. J'ai jamais quitté la batucada car ici, il y a vraiment un esprit de groupe. Il y a toujours des nouveaux, c'est une bonne ambiance, c'est convivial. C'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas tout partout, donc je vous invite vraiment à venir essayer. Ouais, Jérôme, vous s'y remet? On prend? Tout à fait. Allez, bon, écoutez. Merci pour tout. Et alors, au plaisir de te revoir. En tout cas, c'était un plaisir. Merci d'être venu, hein, vraiment, vous êtes venu à nous quand même. Vous avez rencontré le groupe et tout. Vous allez repartir un petit peu plus renseigné et, Voilà, tout à fait. et puis vous avez vu, il y a une bonne humeur évidente. Donc vous pouvez rester encore un petit peu. Nous, on va reprendre parce qu'on est en plus en train de répéter pour la cavalcade. Comme ce sont des nouveaux élèves de cette année, on a un répertoire à travailler. Et vous pouvez rester là, vous n'êtes pas obligé de partir, vous faites comme vous voulez. On te remercie. Je te remercie, Jérémy. À la Avec prochaine. plaisir. À bientôt les amis. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour nos journalistes? C'est tout pour le journal de ce soir. Je tiens à vous remercier d'avoir choisi de passer votre soirée avec nous. Nous espérons que vous avez trouvé nos reportages informatifs et utiles. Chers Aptariens, n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous retrouver en ligne sur la page Facebook du Centre socio-culturel Aptar. Nous serons de retour demain à la même heure avec encore plus de nouvelles locales. Je suis Paul Auchon. Je suis Kelly Diot. Et de la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une bonne soirée. À demain, si vous voulez bien. Dire des sottises Ben, à l'antenne, puis soit-ci c'est le téléphone. Je m'en vais. Elle bouscule. Je m'en vais. Ça va trop vite ou pas à l'écran? Ça va trop vite à l'écran? 2 poissons alors que j'en ai qu'un. À la bouteille, toujours, outre son son. Ah oui, T'as raison. Il y a un son en trop. Bien vu. Ok, bah du coup, je le coupe. Elles font vibrer les cœurs. Elles sont pleines d'énergie et de... Non, j'ai pas fini. Ah merde. C'est pas grave, on va reprendre le début. Ça, regarde, ça, faut la... C'est bêtisier. Excuse-moi. Un lieu qui propose des soirées à thème, des expositions, des concerts et plus encore. Alors... Le dire déjà à voix haute là? Après la SPO, en route pour TSN. T'es drôle. J'allais dire t'es drôle, Paul. Donc on balance tout doucement et quand on le dessine, on remonte pour essayer de le remettre dessus. D'accord? Je montre les techniques, hein, j'ai pas dit que j'y arrivais, c'est pas pareil. Hein. Ça tourne, 3, 2, 1, action. Bah, merci mesdames pour vos réponses, ça a été très gentil de votre part. Gérard, j'ai une petite soif. Ah bon? Ah ben moi... On peut aller boire un... Et maintenant, un peu de culture. Savez-vous ce qu'est qu'une AMAP, cher Kelly? Un AMAP, vous voulez dire pas une AMAP? Donc oui, le AMAP est un rectangle de couleur... Ah mais... C'est pas de couleur, de toile. Voilà, c'est un petit coup d'eau là. Et... Ouais.
Chers aptariens, n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous retrouver sur la ligne. J'ai commencé à lire notre... J'allais dire sur la page au lieu de dire en ligne. Il y a des sorties qu'on a fait que je n'ai jamais fait. Ouais. Les repas en famille, je veux dire. Qu'est-ce que tu as aimé faire que tu fais pas d'habitude, une découverte pour toi Jouer la comédie, ça me plaît bien. Ouais. Faut bien s'amuser, en plus on s'est bien amusé, hein. On a été bien dans les chalets, vraiment c'était formidable. Avec vous deux, Julien et Fanette. Merci pour le séjour. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est l'estaminet Marly-Gaumont, c'est atypique, on était très bien accueillis. Moi j'ai aimé tout. Tout ce qu'on a fait, j'ai adoré. J'ai passé un agréable séjour, je me suis bien amusée. C'était très cool. On a créé des liens sociaux encore plus forts, on s'est rapprochés tous. Et oui, c'était très très marrant. On a passé un très beau séjour, on a encore vu plein de beaux endroits, découvert plein de belles personnes. Et comme on s'entend tous très bien, le séjour s'est encore mieux passé. Étonnamment, j'ai bien aimé tourner les reportages. Ouais. J'ai bien adoré finir en grenouille. En plus, le costume il était sur mesure, vous l'avez fait exprès pour moi. Tout à fait, Martine. Je pensais pas réussir à parler dans la caméra, mais pour en finir, ça c'est nickel. Ouais. Tu t'en aimes bien sortir. C'est pareil. Franchement. Et Eddie, pareil. Eddie, une belle découverte. Eddie les a donnés. Ah ouais, vraiment. Vraiment. Il m'a mise à l'aise. Je m'en rends pas compte. Ouais. Puis on discutait un peu avant pour dire de comment parler, qui fait quoi. C'est vite adapté, hein. Il n'y a pas eu trop de répétition, ça a été rapide. Le soir, quand on rentrait, étudier. Oui, non, parce qu'on était tous les Romains, ces papiers là que vous avez fait, on va les reposer, on disait rien, on laisse faire son travail. Là, il prenait son bouquin d'origine et de chez lui, il lisait son bouquin, il reposait le bouquin, il reprenait les choses. J'ai bien aimé aussi quand on a dû improviser. Ça, c'était. On a réussi à improviser en plus. Et même qu'Alexis ne veut pas être filmé, mais il a bien géré aussi. Ouais. Il a donné un bon coup de main, tout ça. C'était notre. Il a géré aussi. Ouais. En tout cas, bravo à tous. Bravo, vraiment. Félicitations. Les encadreurs surtout qui ont pas mal.